la place de l'antibiothérapie préventive qui va être présentée par Dr Ahmed Haji. Vous avez 20 minutes. Merci, cher maître. Je commence à mon tour par remercier le président de la CIGO ainsi que tous les membres de m'avoir associé au conférencier. Je souhaite la bienvenue à toute l'assistance et j'enchaîne immédiatement avec la rupture prématurée des membranes, donc versant antibioprophylaxie. Donc, qui dit antibioprophylaxie, donc plusieurs problématiques sont révélées. Tout d'abord, la balance bénéfice-risque aussi bien maternelle que néonatale. Quel antibiotique faudrait-il choisir et quel protocole suivre? Et concernant la phase de latence, faut-il faire des cures répétées d'antibiothérapie ou s'arrêter à l'antibiothérapie à l'admission? Donc, la littérature ne manque pas de publications qui ont essayé de répondre à toutes ces questions. La plupart, on va voir tout de suite, sont de faibles effectifs et ne permettent pas de retirer des conclusions solides ou des recommandations. Donc, en introduction, la complication bien sûr majeure de la rupture prématurée des membranes, c'est la complication infectieuse. On sait bien que l'infection constitue la troisième cause de mortalité dans les pays en voie de développement, associée bien évidemment à l'hémorragie de délivrance et aux accidents cardiovasculaires. Sur le versant maternel, le risque majeur, c'est l'infection intra-utérine et l'endométriite en postpartum. Le versant pédiatrique, donc l'infection néonatale précoce qui survient dans les 72 heures. Deux bactéries sont souvent incriminées dans l'infection néonatale et qui sont essentiellement le streptobé et les Escherichia coli. Donc, les infections néonatales au germe anaérobie et au mycoplasme restent quand même exceptionnelles. L'objectif d'une antibioprophylaxie, c'est essentiellement de réduire la morbidité et la mortalité maternelle et néonatale, donc d'éviter la contamination intra-utérine par voie ascendante et non pas de traiter un portage ou une colonisation vaginale asymptomatique. Donc, quant à la sensibilisation ou la sensibilité aux antibiotiques, pour le streptobé, donc le Centre national de référence pour le streptobé a confirmé sur 138 souches d'isola du streptobé incriminées dans l'infection néonatale une sensibilité à l'amoxicilline et aux céphalosporines d'environ 100% et à l'érythromycine et au clindamycine, donc une résistance de 20%. Clindamycine, donc c'est l'incosamide, une famille proche donc du macrolide, elle a une résistance donc proche à celle de l'érythromycine. J'ai tombé sur ce travail réalisé au centre Aziz Ahmed, donc sur une durée de 5 ans, et qui a montré le profil du streptobé en Tunisie. La résistance au macrolide, elle est un peu plus élevée, aux alentours de 37%. Donc, quant à l'Escherichia coli, une étude britannique publiée en 2017 sur 65 isolats d'Escherichia coli a conclu à une résistance à l'amoxicilline de 58%, à l'ampicilline de 63%. L'amoxiclave et la cifotaxime restent quand même donc efficaces contre ce type de bactéries. Donc, cette publication française publiée en 2015 a montré une résistance donc d'environ 45% à l'amoxicilline. Donc, l'amoxiclave entre 25 et 35%, une résistance bien évidemment naturelle à l'érythromycine. Quel bénéfice de l'antibiothérapie ou de l'antibioprophylaxie en matière d'RPM? Plusieurs travaux ont été publiés et la majorité des sociétés savantes se sont basées sur deux essais randomisés, donc deux études larges, l'étude NICHT et l'étude Oracle 1. Donc, quelles sont les conclusions de ces deux essais? On commence par l'étude NICHT, un essai randomisé multicentrique comportant 614 femmes et qui présente une RPM entre 24 et 32 semaines avec des femmes qui ne sont pas en travail et qui ne présentent aucun signe clinique ni biologique d'infection. Donc, les deux groupes de femmes où les femmes ont été randomisées en deux groupes, un groupe recevant l'antibioprophylaxie et un groupe témoin recevant un placebo. L'étude Oracle, donc un essai randomisé, plus large donc étude, comportant 161 centres multicentriques, donc école des gens, 4826 femmes avec RPM avant 37 semaines. Les femmes ont été randomisées en 4 groupes, amoxiclave érythromycine, amoxiclave placebo d'érythromycine, placebo de l'amoxiclave érythromycine et
placebo des deux antibiotiques. Donc, quels bénéfices réels ont conclu ces études? Sur tout d'abord la prolongation de la grossesse, l'essai NICHT a conclu à une prolongation de la grossesse ou une réduction des accouchements dans les 48 heures en postpartum, également à J7, à J14 et à J21. Donc, l'essai Oracle 1 avec l'érythromycine, il a montré une augmentation, une prolongation de la grossesse à 48 heures, mais pas à 7 jours ou à 14 jours. Avec l'amoxiclav, une prolongation de la grossesse aussi bien à 48 heures qu'à 7 jours. Donc, premier message, l'administration d'une antibioprophylaxie à l'admission par amoxicilline acide clavulanique seule ou combinée à l'érythromycine est associée à une augmentation du nombre de grossesses prolongées de plus de 7 jours. L'admission d'érythromycine seule est associée à une réduction des accouchements dans les 48 heures, mais pas à J7. Sur la mortalité et la morbidité néonatale, donc, l'essai plutôt NICHT a montré une diminution des détresses respiratoires et des entérocolites ulcéro-nécrosantes. L'essai Oracle a montré, bien évidemment, une diminution du recours au surfactant, de l'oxygénothérapie et des anomalies cérébrales échographiques avec l'érythromycine versus placebo. Donc, cette méta-analyse publiée en 2008 a conclu donc, que l'antibiothérapie, elle a comporté 21 études, que l'antibiothérapie n'avait pas d'effet réel sur la mortalité néonatale ou le syndrome de détresse respiratoire. Également, une méta-analyse publiée en 2003 portant sur 22 études a conclu que l'antibioprophylaxie n'avait pas d'effet sur le taux d'entérocolite ulcéro-nécrosante au postpartum, la détresse respiratoire et le nombre de nouveau-nés nécessitant le recours à une ventilation. Elle a montré un bénéfice en matière de nécessité de surfactants, de nécessité d'oxygénothérapie et des anomalies échographiques cérébrales. Donc, deuxième message, l'antibioprophylaxie à l'admission, pas de réduction de mortalité néonatale, diminution de la morbidité néonatale, diminution des lésions cérébrales échographiques, surtout avec l'érythromycine. Les données restent discordantes quant au risque de complications respiratoires et d'entérocolite ulcéro-nécrosante. Pour le sepsis néonatal, donc la majorité ou la totalité des études ont conclu que l'administration d'une antibioprophylaxie en prépartum diminue significativement le risque de sepsis néonatal. Pour la mère, quel est le bénéfice de l'antibioprophylaxie pour la mère? Donc, l'étude ou l'essai NICHT a montré que l'association d'ampicilline et érythromycine diminue les infections intra-utérines, pas d'effet sur les endométrites du postpartum ou le taux de césarienne, moyennant une augmentation des effets indésirables par rapport au groupe placebo. Donc, quant à l'étude Oracle, elle a conclu que l'antibiothérapie par ampicilline, érythromycine, amoxicilline, acide clave plus ou moins érythromycine, réduit le risque d'infection intra-utérine sans bénéfice démontré sur l'endométrite. L'érythromycine seule est sans effet et il est recommandé de prescrire une antibioprophylaxie à l'admission en cas de rupture prématurée du membrane avant le terme pour réduire la morbidité néonatale et maternelle. C'est une recommandation grade A. Quels sont maintenant les risques de l'antibioprophylaxie pour l'enfant? Donc, la majorité des études ont montré une augmentation significative de l'incidence des entérocolites ulcéro-nécrosantes en cas d'administration en prépartum de l'amoxicilline acide clavulanique. Donc, comparé au placebo, une antibioprophylaxie par amoxicilline acide clave semble associée à une augmentation des entérocolites ulcéro-nécrosantes. Quant aux infections néonatales précoces et les résistances bactériennes, c'est une étude de cohorte française donc, portant sur 217 infections néonatales précoces, ayant conclu que 50% des Escherichia coli sont résistants à l'amoxicilline et le facteur principal était l'exposition prépartum à l'ampicilline. Pas d'association significative en cas d'antibioprophylaxie perpartum de courte durée. Deuxième étude, également, cohorte prospective française unicentrique publiée en 2008, sur 104 cas d'infection néonatale précoce, a montré que l'exposition anténatale à l'ampicilline multiplie par 2 le risque de résistance donc à l'amoxicilline.
En conclusion, donc, l'utilisation prolongée anténatale d'ampicilline est associée à une augmentation des résistances bactériennes chez les enfants atteints de sepsis néonatale précoce. Quant au développement de la flore intestinale du nouveau-né, donc il y a une modification du microbiote intestinal du nouveau-né sans que l'impact clinique réel soit bien connu. Donc la majorité des études rapportent ou suggèrent des perturbations dans la maturation du système immunitaire. La colite à Clostridium, qui est une colite connue secondaire dans la majorité des cas à une antibiothérapie ou à la réception d'antibiothérapie, peut aller à des formes sévères mégacolontoxiques, nécessitant parfois une colectomie, et des cas de décès maternel ont été rapportés. Donc, quelle molécule faut-il choisir? Alors, comme j'ai dit, la plupart des études sont de faible effectif et la plupart des sociétés savantes, ou la totalité des sociétés savantes, se sont basées essentiellement sur 2 essais pour retirer des recommandations. Les molécules qui ont été évaluées dans la littérature donc, sont l'érythromycine, l'amoxicilline acide clavulanique, la bithérapie associant érythroamoxiclav et la bithérapie associant érythromycine et ampicilline ou amoxicilline. Donc, pour l'érythromycine, administrée par voie orale ou parentérale, elle est active sur 80% du strep B, mais aucune activité sur le Escherichia coli. Donc, les études ont montré une amélioration du pronostic respiratoire et des lésions cérébrales échographiques. L'association, donc, érythromycine, amoxicilline ou ampicilline, également couvre à 100% le strep B, 55% le Escherichia coli. Donc, mais l'inconvénient, c'est l'augmentation de résistance bactérienne, en particulier à l'Escherichia coli. L'amoxicilline acide clavulanique, 100% des strep B et 65 à 75% des Escherichia coli, mais les effets néonataux sont délétères. Également l'augmentation des résistances bactériennes, ce qui fait qu'elle soit non recommandée pour ou dans la matière d'antibioprophylaxie en cas de rupture prématurée des membranes. Les molécules déconseillées sont les aminosides, les glucopeptides, les céphalosporines de première et de deuxième génération, le métronidazole et la clindamycine. La clindamycine, elle est réservée en cas d'allergie, donc au pénicilline. Les molécules qui n'ont pas été évaluées dans la matière d'RPM sont l'amoxicilline seule, voie orale ou parentérale, et les céphalosporines de troisième génération. Et quand même, on va voir les recommandations françaises, ils autorisent donc l'utilisation de ces 2 molécules en matière de prévention. Donc l'amoxicilline ou céphalosporine de troisième génération peuvent être utilisées en monothérapie, mais n'ont pas été évaluées dans cette indication. L'érythromycine et l'association érythroamoxicilline ont montré un bénéfice néonatal. Ces molécules peuvent donc être utilisées et il n'est pas recommandé de prescrire en antibioprophylaxie l'amoxiclav vu donc les effets néonataux délétères. Pour la durée de l'antibioprophylaxie, donc 4 essais pratiquement randomisés ont essayé d'évaluer ou de comparer les différentes durées de traitement. Donc 2 études uniquement sont, si on peut dire, solides et permettent de retirer des conclusions, et on conclut que l'administration d'une antibioprophylaxie pour une durée de 7 jours ou 10 jours est bénéfique. Donc, il est recommandé de prescrire une antibioprophylaxie pour une durée de 7 jours. Pour la période de latence, c'est la période qui sépare la rupture prématurée des membranes et l'entrée en travail. Faut-il répéter les cures d'antibiothérapie ou non? Donc, pas de bénéfice prouvé dans la littérature et les sociétés savantes internationales ne recommandent pas d'autre antibioprophylaxie que celle administrée à l'admission du fait d'augmentation du risque de résistance et de modification du microbiote intestinal aussi bien maternel que néonatal. Faut-il traiter en cas de PV positif au cours de la surveillance? Donc également, ces sociétés ne recommandent pas la réalisation de PV thérapie. Donc, pas d'argument pour recommander la répétition systématique de l'antibioprophylaxie pendant la période de latence et pas d'argument pour recommander un traitement antibiotique en cas de portage bactérien vaginal asymptomatique. En conclusion, à l'admission d'une patiente présentant une RPM avant terme,
Il est recommandé de prescrire l'antibioprophylaxie dirigée contre le streptobé et l'Escherichia coli. Toutes ces recommandations sont de grade 1, de grade A. Il semble légitime de privilégier une monothérapie par amoxicilline céphalosporine troisième génération, érythromycine ou une association érythroamoxicilline. Chez une femme asymptomatique, il n'y a pas d'argument pour répéter systématiquement l'antibioprophylaxie, y compris en cas d'augmentation isolée de la CRP ou de prélèvement vaginal positif. Quelles recommandations? Donc, on va voir les recommandations, les principales recommandations des sociétés savantes. Et on commence par la Société canadienne de gynécologie, donc qui a publié en 2009 des recommandations quant à l'RPM, essentiellement. Donc, suite à une RPM avant 32 semaines, une antibiothérapie doit être administrée aux femmes qui ne sont pas en travail afin de prolonger la grossesse et de diminuer la mortalité néonatale et maternelle. Donc, pour le choix de l'antibiotique, les pénicillines et les macrolides sont recommandés. Les macrolides doivent être utilisés seuls en cas d'allergie à la pénicilline. Donc, le protocole essentiellement de schéma thérapeutique, l'administration de l'ampicilline à la dose de 2 grammes intraveineux toutes les 6 heures, associée à l'érythromycine de 150 mg par voie parentéral toutes les 6 heures durant 48 heures, puis un chevauchement par amoxicilline à la dose de 250 mg 3 fois par jour et érythromycine 333 mg par voie orale, donc également pendant 5 jours. Soit le deuxième protocole, l'administration de l'érythromycine seule à la dose de 250 mg 4 fois par jour pendant une durée de 10 jours. L'amoxicilline acide clavulanique ne doit pas être utilisée en prévention, donc en matière d'antibioprophylaxie. Pour l'American College, donc les recommandations sont très proches des recommandations canadiennes. Également l'antibioprophylaxie pendant 7 jours avec une combinaison ampicilline intraveineuse et érythromycine suivie par amoxicilline orale et érythromycine est recommandée lors de la prise en charge des femmes avec RPM inférieur à 34 semaines. Il autorise également l'utilisation de l'azithromycine à la place de l'érythromycine en cas d'intolérance ou de non-disponibilité. Pour donc les recommandations à Nice, le protocole est clair, érythromycine de 150 mg 4 fois par jour pendant une durée de 10 jours. Ensuite, voilà un résumé du schéma recommandé par le Collège américain et le Collège canadien. Pour les Français, ils recommandent donc de prescrire une antibioprophylaxie à l'admission en cas d'RPM avant terme, car elle est associée à une réduction de la mortalité néonatale et maternelle. Le streptobé et l'Escherichia coli sont les deux principaux agents infectieux et doivent faire la cible d'une antibioprophylaxie. Sur la base d'arguments théoriques, l'amoxicilline ou les céphalosporines troisième génération en monothérapie peuvent être utilisés, mais n'ont pas été évalués. L'érythromycine, donc et l'association érythromycine-amoxicilline, ont montré un bénéfice néonatal. Ces molécules peuvent donc être utilisées. Il n'est pas recommandé de prescrire comme antibioprophylaxie de l'amoxicilline acide clave, des aminosides, des glycopeptides, céphalosporines de première et deuxième génération, de la clindamycine ou nitronidazole. Il est recommandé de prescrire une antibioprophylaxie pour une durée de 7 jours. La répétition systématique de l'antibioprophylaxie pendant la période de latence, en cas d'élévation isolée de la CRP ou d'un PV positif, n'est pas recommandée. Il n'y a aucune donnée dans la littérature concernant l'antibioprophylaxie au cours du travail après RPM avant terme chez la patiente asymptomatique. Donc, un schéma adopté par le Collège national français, donc cifotaxime 1 g toutes les 8 heures ou amoxicilline 1 g toutes les 8 heures, et si le prélèvement vaginal revenu négatif, il autorise l'arrêt précoce de l'antibioprophylaxie dans le but de diminuer bien évidemment les résistances à l'antibiotique en postnatal. Si le PV il est positif, en ce cas, il faut adapter l'antibioprophylaxie en fonction du résultat de l'antibiogramme, amoxicilline, streptobé, cifotaxime, Escherichia coli, en cas d'allergie, bien évidemment, la clindamycine. Donc, pour la rupture prématurée à terme, donc un schéma qui
élaboré bien évidemment par l'OMS, la HAS et le Collège national français, et qui consiste à l'administration d'amoxicilline 2 grammes, puis 1 gramme toutes les 8 heures par voie intraveineuse jusqu'à la naissance, en cas d'allergie bien évidemment, soit la céphazolite, soit la clindamycine. Les critères d'antibiothérapie ou d'antibioprophylaxie perpartum adéquats sont la voie parentirale. L'antibioprophylaxie ou l'antibiotique doit être administré au minimum 4 heures avant l'accouchement en utilisant la pénicilline, l'ampicilline et l'amoxicilline ou la céphazolite. Merci. Surtout de ces modalités de prescription et d'avoir fait le tour un peu des conséquences sur la mère et sur l'enfant. C'est vrai qu'on est passé sur les dernières années et on voit souvent des protocoles qui ne ressemblent pas à ce qui doit être fait, et il est important de se limiter à ce qui a été prouvé. Étant néonat, je ne peux pas ne pas réagir en disant que même si les études, vous avez cité la Société française de néonatologie, on sait très bien malheureusement l'impact que peut avoir les antibiotiques, que ce soit en santé ou par nous-mêmes prescripteurs, sur la flore microbienne les 1000 premiers jours. Et on sait très bien maintenant que les études, quand elles sont faites à très long terme, des conséquences, un des facteurs de la modification, c'est aussi l'antibiotique. Tout à l'heure, on aura l'allaitement. Donc, il faut toujours garder ça à l'esprit que, à long terme, on ne sait pas encore tout. Et c'est pour cela qu'il faut, et vous avez très bien fait, qu'il y ait des guidelines et des conduites bien traitées, bien établies et surtout limitées dans le temps, comme vous l'avez fait, sans qu'il y ait, quand il y a des périodes de latence, on redémarre et on laisse continuer. Je n'accapare pas la parole, donc la parole est à la salle pour une ou deux questions. On a le temps, puisqu'il a respecté le temps, c'est Haji. Voici, si vous permettez, pour les deux essais qui ont été retenus par la majorité ou la totalité des sociétés savantes, elles posent beaucoup de biais. Pour le C de Nicht, il a sélectionné des femmes, un groupe de femmes qui sont où le taux de portage de strep B il est beaucoup plus fréquent que la population générale. Si je m'en souviens, plus que 40% sont strep B positifs. Donc, l'application externe de ces recommandations, c'est une question à discuter. Également pour l'essai Oracle, donc la population remonte pratiquement à plus de 20 ans. Donc 1994 jusqu'à 2000. Donc l'évolution écologique, bactériologique, ça suppose qu'il y a des modifications quant à la résistance ou la sensibilité des antibiotiques. Malheureusement, on n'a pas d'autres études récentes qui permettent de retirer vraiment des recommandations solides. Oui, tout à fait. Peut-être il faudrait qu'on se lance, nous, Tunisiens, à faire notre propre étude microbiologique de notre environnement et de nos dossiers à nous. Juste, à l'époque, on avait fait un travail prospectif, c'est mon sujet de thèse, c'est l'intérêt de l'antibiothérapie à terme. On n'a pas conclu, on n'a pas fait beaucoup de prélèvements bactériologiques, on avait trouvé un faible pourcentage de strep B, mais ce n'était pas concluant, mais je pense qu'après, il devait faire d'autres travaux sur le même sujet. Je ne sais pas, à l'époque, à mon avis, si vous avez continué à travailler sur ce sujet. Non, on n'a pas fait d'études récentes. Même pour l'antibioprophylaxie, on reste classique. On n'a pas changé, même après ces recommandations, on n'a pas changé d'antibioprophylaxie. On reste classique, l'amoxicilline acide clave, notre propre recul. On ne sait pas si il faut continuer à faire ça ou modifier, je ne sais pas. Merci, M. Haji. Merci.